Donc une première partie sur la réforme du collège, une présentation par Paul qui sera suivie d'un échange sur ce premier thème. La deuxième partie de l'intervention portera sur le bilan Hollande quant à l'éducation de manière plus globale. Et ensuite, nous aurons une troisième partie qui sera un élargissement sur la question du programme proposé et les pistes programmatiques proposées par le Parti de gauche sur la question de l'éducation. Et on pourra élargir ça à la question programmatique de manière plus globale. Merci Adrien, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous dans cette très grande salle. Je remercie les organisateurs de la soirée, les camarades du comité de PG Lille Métropole, et en particulier Adrien, qui, il y a plusieurs semaines maintenant, m'a fait cette proposition, une proposition qui tombe à point nommé, puisque, Jean-Claude le rappelait, il y a en ce moment une actualité extrêmement dense autour des questions de l'éducation. Il y a un front de l'opposition à la politique éducative gouvernementale qui ne cesse de se renforcer, avec la semaine dernière, par exemple, le rejet par le Conseil supérieur de l'éducation de la réforme des programmes du collège, avec, tu le disais, le 10 octobre, une 4e journée de mobilisation contre la réforme du collège qui a réuni 15 000 personnes à Paris lors d'une manifestation nationale. Donc il y a une actualité extrêmement dense, c'est ça dont on va en partie discuter ce soir. On va le faire en prenant un biais politique, pas un biais syndical, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais on va essayer d'élargir notre analyse, nos discussions, parce qu'au Parti de gauche, nous considérons d'abord, et je le dis pour placer le cadre général de la discussion, nous considérons que l'école n'est pas une question à part, qui se traite différemment du reste des questions sociales. Nous ne pensons pas que l'école est une île qui échapperait à toutes les violences qui frappent la société. Nous ne pensons pas non plus que l'école pourrait solutionner tous les renoncements du politique. Donc nous intégrons notre réflexion sur l'école dans une réflexion plus large, et ce que nous défendons pour l'école pas avec ce que nous défendons pour la société. Nous considérons aussi que ces questions, les questions éducatives, ce sont profondément des questions idéologiques, et nous n'avons aucune difficulté à assumer le fait que nous défendons une vision de gauche, une vision républicaine, une vision émancipatrice de l'école, contre d'autres visions qui sont des visions de droite, réactionnaires, élitistes, souvent locales. Et je le dis parce que souvent dans le discours, et notamment dans le discours de nos gouvernants, l'école est traitée comme une question technique, une question qui relèverait d'un bon sens, celui, vous savez, de l'intérêt des élèves, du bien-être de l'enfant, et c'est comme ça qu'on présente cette succession de réformes, comme si au fond il n'y avait pas de débat, et que ceux qui osaient s'exprimer étaient des corporatistes, des gens qui défendent des intérêts particuliers. Alors, évidemment, nous refusons cette façon de présenter le débat, et c'est ce que je vais essayer de vous dire ce soir. Adrien l'a dit, mon propos, je le développerai en 3 temps, et à chaque fois, entre chacune de mes interventions, j'espère qu'on aura un temps d'échange, de questions, mais aussi d'interventions. Je ne dis pas que dans la salle, il y a un très grand nombre d'entre vous qui avaient des choses à dire à propos des différents sujets que nous allons aborder. Donc je commence par la réforme du collège. C'est le sujet brûlant, une réforme qui doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine, à la rentrée de septembre 2016, qui a été imposée, c'est l'habitude pour ce gouvernement, d'une façon extrêmement autoritaire, puisqu'elle est entrée en vigueur, en fait, elle est passée suite à la promulgation d'un décret au lendemain d'une journée de grève particulièrement suivie, parce qu'il y avait 50% des enseignants du collège qui, ce jour-là, avaient cessé de travailler. Une réforme qui est présentée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem comme devant permettre de lutter contre l'ennui des élèves, devant permettre de garantir aux enseignants une liberté, la capacité à avoir des initiatives pédagogiques pour leur établissement. Évidemment, pour nous, l'enjeu est tout autre. Il y a 2 grands axes dans cette réforme du collège. Le premier consiste à démanteler le cadre national, le cadre de l'éducation nationale, comme service public qui garantit à tous les élèves une égalité de traitement, quelle que soit l'école ou le collège dans lequel ils sont scolarisés. Et puis ce projet, c'est un projet qui s'attaque aussi, on va voir pourquoi, aux disciplines, et donc à une conception de l'école basée sur la transmission de savoir, une conception qui renvoie à un modèle qui lui aussi est critiquable, mais qui pense la question de l'émancipation, et pas une fin de l'école qui est tournée vers une fin économique, vers la question de l'employabilité des jeunes élèves. Alors, je vais développer ces 2 points. D'abord celui des attaques contre le cadre national, puis je reviendrai sur la question de la place des disciplines dans le nouveau collège qui se
profil à la rentrée prochaine. Le fondement de la réforme, c'est d'affecter 20% des moyens horaires de chaque collège, dans chaque établissement, à l'organisation locale d'enseignements qu'on appelle les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI. C'est la première atteinte au cadre national, au cadre républicain, parce que dans chaque collège de France, des choix différents seront faits du point de vue de ces enseignements pratiques interdisciplinaires, puisque dans chaque collège, on choisira en 5e, en 4e et en 3e 2 EPI sur une liste de 8, si bien que vous comprenez d'ores et déjà que ici ou là, ce ne seront pas les mêmes enseignements pratiques interdisciplinaires qui seront proposés aux jeunes collégiens. Dans le même temps, et avec cette réforme, les volumes horaires disciplinaires ne seront plus affectés par niveau d'enseignement, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a tant d'heures prévues en français en 5e, tant d'heures prévues en mathématiques en 4e. Ils seront désormais affectés par cycle d'enseignement. Il y a une nouvelle façon d'organiser le déroulé des années scolaires. Et au collège, il y a le cycle 3 et le cycle 4. Le cycle 4, c'est les années de 5e, 4e et 3e. Le cycle 3, c'est l'année de 6e et des années qui sont d'abord en école élémentaire. Et désormais, donc, les dotations horaires sont pensées à l'échelle du cycle. C'est-à-dire que dans chaque établissement, on fera en sorte de donner aux élèves le nombre d'heures de mathématiques qui est prévu dans le cadre du cycle, mais en les répartissant comme on le souhaite. On peut mettre davantage d'heures en 5e, un peu moins en 4e, et presque plus du tout en 3e, ou faire un choix inverse. Donc vous voyez, là encore, dans chaque collège, il y aura une répartition différente, aussi des moyens horaires disciplinaires. Atteinte donc rupture fondamentale avec le principe de grille horaire nationale, principe sur lequel repose un certain nombre d'autres principes, les programmes nationaux, les diplômes nationaux. Donc on peut tout de suite apercevoir que ce sont eux qui sont interrogés derrière. Ce n'est pas encore le cas tout de suite, mais si on organise des façons différentes de distribuer les heures de cours dans chaque établissement, on peut penser que tout le cadre national disparaîtra avec cette mise en place. Hollande, il institue finalement une mosaïque de situations locales, et de ce fait, il place les familles dans une situation de dépendance vis-à-vis des choix qui sont faits par les établissements. Donc c'est encore une fois une rupture au principe d'égalité. En fonction de l'endroit dans lequel on réside, eh bien, on ne va pas avoir le choix, et son enfant va subir des décisions qui seront prises ici et qui seront différentes de celles qui sont prises ailleurs. Et pour ces enfants d'ailleurs, c'est même le principe de continuité dans leur scolarité qui peut être interrogé au moment où ils auront, pour certains d'entre eux, parce que leurs parents déménagent, à poursuivre leur scolarité dans un autre collège. Imaginons qu'en 5e, ils étaient dans un collège où on avait fait le choix de ne pas donner beaucoup d'heures d'enseignement de mathématiques en 5e, puisque c'est possible. Ces élèves n'ont pas fait beaucoup de mathématiques en 5e. Ils changent de collège, et en 4e, ils arrivent dans un autre établissement où c'est là on a fait le choix de ne pas donner beaucoup d'heures de mathématiques. Et bien vous voyez que pour ces enfants, il y a une vraie difficulté, et encore une fois, un problème d'égalité dans l'accès à l'enseignement. Évidemment, ce collège à géométrie variable qui remplace au fond le collège unique, à partir du moment où il y a des propositions différentes en termes de contenu qui sont faites, cela interroge le principe du collège unique. Évidemment, c'est favorable à des tentatives, j'y reviendrai plus tard, pour contourner une offre éducative quand elle est jugée non satisfaisante, et pour aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas trouvé dans le collège des points. Évidemment, ça va favoriser des pratiques de contournement scolaire, et donc ça va peut-être renforcer la ségrégation scolaire, même si on pourra y revenir dans la discussion. La LOBPSM a annoncé hier, je crois, une réforme, en tout cas un tout début de réflexion sur la carte scolaire, qui est un enjeu extrêmement important. On reviendra dans la discussion. Donc, voilà le premier aspect. La réforme du collège, c'est l'inégalité entre les établissements, avec ces EPI qui varient, et puis ces volumes horaires disciplinaires qui sont attribués de façon différente sur le cycle. La réforme du collège, elle institue aussi un collège au rabais, au sens où elle organise le démantèlement ou la marginalisation des enseignements disciplinaires, et avec ces enseignements disciplinaires, des savoirs, des méthodes, de la culture qui leur sont associés. Je l'ai dit tout à l'heure, elle repose sur l'attribution, la réforme du collège, de 20% des moyens horaires de chaque établissement pour la mise en place des EPI. Eh bien, ces 20% de moyens horaires, austérité oblige, ils ne sont pas donnés en plus aux établissements, ils sont pris
sur les heures d'enseignement disciplinaire déjà prévues, c'est-à-dire qu'on va ici choisir de prendre un peu aux maths, là à l'histoire géo, ici à la physique chimie, pour pouvoir mettre en place ces fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc c'est déjà des heures d'enseignement disciplinaire qui sont perdues pour tous les collégiens, et les syndicats mesurent cette perte de la 5e à la 3e à peu près 400 heures sur toute une scolarité. 400 heures d'enseignement disciplinaire qui sont perdues et qui sont remplacées par notamment ces EPI qui sont, alors on peut avoir une discussion, mais des ateliers fourre-tout. On ne voit pas très bien ce qui va être enseigné dans le cadre d'enseignement pratique interdisciplinaire qui, je vous donne quelques exemples d'intitulés, transition écologique et développement durable. Donc qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans le cadre de cet EPI? On peut se le demander. Il y en a langue et culture de l'Antiquité. Est-ce que ça va être de l'histoire antique ou est-ce que ça va être du latin et du grec? Voilà, il y a beaucoup de questions que l'on peut se poser sur ce que sera le contenu en termes de connaissances, en termes de pédagogie qui sera apporté aux élèves dans le cadre de ces enseignements pratiques interdisciplinaires. D'une façon générale, en fonction des arbitrages locaux, en fonction des choix locaux, il y a des disciplines qui vont perdre des moyens horaires. Il y a même des disciplines qui voient leur existence menacée. L'exemple le plus emblématique, et il a fait, voilà, on a beaucoup mis en avant cet aspect de la critique de la réforme du collège, c'est le latin et le grec, qui vont disparaître, sauf là où on aura localement fait le choix de mettre en place un EPI qui s'appelle Langue et culture de l'Antiquité, et je viens de le dire, cet EPI, il peut être rempli de plein de choses, et puis il peut être aussi enseigné par des professeurs qui ne sont pas des professeurs de lettres classiques. On peut tout à fait imaginer que l'on demande à un professeur d'histoire-géographie, par exemple, d'enseigner la langue latine, avec, vous voyez, toutes les difficultés qui vont avec cette mise en place. En 6e, par exemple, la technologie, les SVT, sciences et vie de la Terre, la physique, tout ça est réuni dans une seule discipline. Donc vous voyez que c'est pareil, il y a là aussi une atteinte à l'enseignement disciplinaire. Il y a des disciplines qui sont marginalisées. On peut penser aux arts plastiques ou à l'éducation musicale, dont on peut organiser la semestrialisation, c'est-à-dire leur enseignement sur une moitié de l'année. Pour vous montrer à quel point cette mise à l'écart des disciplines constitue un des fondements de cette réforme, je vais évoquer les dernières annonces sur la réforme du brevet. Le brevet, le diplôme national du brevet, qui en principe conclut la scolarité des collégiens, eh bien, il va être transformé à partir de l'année prochaine, et son évaluation, désormais, ne reposera plus sur aucun fondement disciplinaire. Il n'y a plus aucune note disciplinaire au sens strict, au sens classique du terme, qui va entrer en vigueur pour l'obtention du brevet, puisque désormais, pour l'obtenir, les candidats seront évalués à travers un contrôle continu, c'est déjà le cas, mais désormais le contrôle continu ne prendra plus en compte la mesure des résultats disciplinaires, il prendra en compte la mesure, ce qu'on appelle le socle commun de compétences et de culture. C'est tout autre chose, c'est des compétences extrêmement vagues, extrêmement, en même temps parfois très précises, mais dans leur caractère précis, elles deviennent creuses, ces compétences. Et puis le reste, les 50% des points restants, qui sont toujours évalués en examen terminal, le seront désormais dans le cadre d'épreuves qui sont transdisciplinaires. Une épreuve, on pourrait dire humanité, où on va rassembler histoire, géographie, on va y mettre aussi l'enseignement moral et civique, et on va y mettre le français, et puis une épreuve de sciences, qui mêlera plusieurs sens, et enfin une épreuve orale sur les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc vous avez un diplôme national, le diplôme national du brevet, qui n'est plus du tout évalué à partir des disciplines. Pour passer le brevet, finalement, vous n'avez pas besoin d'être bon en français, pas besoin d'être bon en maths, pas besoin d'être bon en SVT. C'est sur d'autres critères, sur la base d'autres critères que désormais vous êtes évalué. Alors, nous, au Parti de gauche, nous considérons que l'interdisciplinarité, elle peut avoir des vertus, elle peut avoir un intérêt. En réalité, elle est déjà pratiquée par les collègues dans les établissements scolaires. Il y a déjà des profs de maths, des profs de physique qui se retrouvent pour mettre en place ensemble des projets. Cette liberté, elle existe et elle donne de très bonnes choses sur le plan pédagogique. Mais nous pensons que pour être appropriée, l'interdisciplinarité, elle nécessite d'abord la maîtrise des fondements disciplinaires. Et dans cette réforme, en faisant finalement disparaître l'enseignement disciplinaire, comment permettre aux jeunes élèves de maîtriser ces fondements pour se heurter à la complexité de l'interdisciplinaire? Voilà ce qui nous paraît être une limite extrêmement importante pour
cette réforme du collège qui s'inspire de la réforme du lycée, réforme du lycée qui a mis en place un enseignement qu'on appelle l'accompagnement personnalisé, qui doit aussi permettre d'avoir une approche qui n'est pas une approche disciplinaire. L'accompagnement personnalisé, moi, il m'est arrivé, je suis enseignant en lycée, de le dispenser à des élèves. C'est une catastrophe. D'abord, on ne sait pas vraiment quoi en faire de cette heure-là, mais pour vous montrer comment les élèves le reçoivent, essentiellement, le taux d'absentéisme, il est particulièrement important, parce qu'ils n'y trouvent, eux, pas leur compte, les élèves. Et c'est une observation que tous les collègues, nous la faisons tous. Le taux d'absentéisme est extrêmement élevé, puisque on a des élèves qui, vraiment, s'ennuient. Hein, c'est fait pour lutter contre l'ennui, mais ils s'ennuient terriblement. On aurait dû avoir un rapport sur cette réforme du lycée et sur l'accompagnement personnalisé. Hein. Le lycée social a commandé un rapport, et bien il est introuvable. Ce rapport, il n'a pas été publié, justement parce que la critique de la réforme du collège était en train de s'exprimer à ce moment-là. Voilà les raisons de notre opposition à cette réforme du collège. Vous voyez qu'elles trouvent leur source dans la question de l'égalité, hein, puisque l'égalité de traitement des élèves est remise en cause. Ils ne perçoivent pas les mêmes contenus. L'égalité de traitement pour les familles, elle aussi, est interrogée, puisqu'ils sont placés devant finalement une offre éducative qui devient différente. Et puis l'égalité aussi pour les enseignants qui vont, en fonction de l'établissement, être soumis à tel ou tel choix pédagogique, choix managérial, puisque c'est souvent, au fond, le chef d'établissement qui, à la fin, a le dernier mot. Voilà, cette critique, elle se nourrit de cette réflexion autour de la question de l'égalité, alors que d'autres critiques, elles, ont surgi ces dernières semaines, ces derniers mois, une critique de droite, une critique réactionnaire, et c'est celle d'ailleurs qui l'emporte aujourd'hui. Je pense au Finkielkraut, au Brigelli, à Natacha Polony, des gens qui ont, derrière cette opposition apparente à la réforme du collège, dénoncé une sorte de déclinisme de l'école publique, et qui, au fond, eux, défendent un élitisme français. Nous ne défendons pas l'élitisme, nous défendons l'égalité de tous les élèves au collège. Voilà pour ce premier temps. Merci, et je vais répondre, au fond, je vais poursuivre plutôt beaucoup des interventions que vous avez faites, parce que la question des écoles scolaires, je vais l'aborder maintenant. La question de la logique managériale, entrepreneuriale qui pénètre tous les niveaux et toute l'organisation de l'école, je vais la développer, et puis je vais approfondir cette dislocation du cadre national. Mais juste quelques éléments sur ce qui a été dit. Oui, la question des LD2, la question de l'allemand, par exemple, c'est aussi une discipline qui est mise à mal par la réforme du collège, avec la suppression des classes bilangues, qui a beaucoup d'effets. Et souvent, hein, c'est pour les partisans de la réforme, c'était cela qui était dénoncé au nom d'un élitisme. Et tu as très bien montré que ça sert aussi dans des établissements qui sont un établissement REP, d'éducation prioritaire, à faire venir des élèves. Tu disais vivement que tu espérais un revirement, mais le combat n'est pas terminé là-dessus. La mobilisation, en vérité, est importante, la mobilisation des enseignants et de leurs organisations syndicales. Ce qui se passe aujourd'hui avec le boycott massif des journées de formation qui sont imposées, je reviendrai aussi d'une façon qui est parfois incroyable, comme dans l'Académie de Toulouse aux enseignants, c'est un mouvement extrêmement profond qui peut avoir des conséquences. Le gouvernement, il utilise en ce moment tous les moyens pour la faire passer de force, cette réforme, tant qu'elle est rejetée. J'ai parlé de la réforme du brevet, mais pourquoi est-ce qu'ils choisissent de faire entrer les EPI, les enseignements pratiques intermédiaires, dans l'évaluation du brevet? C'est pour obliger les profs à mettre en place les EPI, parce que sinon, on va leur dire, mais quoi, vous ne voulez pas les mettre en place? Mais donc vous avez pénalisé vos élèves, comment est-ce qu'ils vont être évalués, eux, à la fin du brevet? Donc ils utilisent tous les moyens, c'est le signe quand même d'une opposition qui est forte, et l'opposition, je rebondis sur la première, elle ne peut être que collective. Les oppositions individuelles sont impossibles. Finalement, ton intervention, Corinne, c'est ça, le montre. Toi, tu es chef d'établissement, tu n'as pas d'autre choix que individuellement de mettre en œuvre la réforme, comme les enseignants, individuellement, n'ont pas d'autre choix. Donc il faut trouver des réponses collectives. C'est un cadre politique. C'est le sens, évidemment, de l'engagement du parti de gauche qui, depuis 2012, alerte sur les effets, les périls qui sont contenus dans ce qu'on appelle la loi de refondation de l'école, la loi Payon, qui contient finalement la réforme des scolaires, la réforme du collège. Et il faut poursuivre cette opposition politique à la réforme. Donc j'avance, camarades, pour développer une analyse plus générale de la politique éducative telle qu'elle est menée depuis maintenant 4 rentrées scolaires, depuis plus de 3 ans, puisque François Hollande a passé la moitié de son mandat pour apercevoir que cette réforme du collège, c'est la pièce d'un mécanisme très vaste, d'un mécanisme d'une noria de contre-réformes qui ont frappé hier l'université. On peut penser à la loi Pécresse,
aux lois Fioraso, le lycée, le décret Châtel de 2009, qui frappe le primaire avec la réforme des rythmes scolaires et qui frapperont demain, puisque s'annonce déjà, après la réforme du collège, la roue continuant de tourner, déjà une autre réforme du lycée, puisque la ministre l'a évoqué. Réforme mise en place par un gouvernement de droite, du MP, par un gouvernement socialiste, qui toutes convergent dans la même direction. La remise en cause du cadre républicain, la soumission de l'école aux impératifs du marché, et on voit que en matière éducative comme en matière économique ou sociale, ce gouvernement et François Hollande, il s'inscrit bien davantage dans la continuité que dans le changement qu'il a évidemment revendiqué pendant sa campagne. Alors, je vais développer en 3 temps ce deuxième moment de mon intervention. D'abord en vous donnant des éléments pour indiquer qu'évidemment l'école n'échappe pas à l'austérité, ensuite en revenant sur ce qu'on peut appeler la territorialisation de l'école et l'émergence d'un modèle d'école territoriale en lieu et place de l'école nationale, et puis je finirai sur finalement ce grand renversement, celui d'une école qui autrefois avait une visée émancipatrice et qui désormais est soumise à l'impératif d'employabilité. C'est la logique des compétences que certains d'entre vous ont déjà évoqué. D'abord donc l'austérité. Vous vous rappelez, en 2012, Hollande disait « Je suis le candidat de la jeunesse, ma priorité c'est la jeunesse, il y aura des ministères sanctuarisés, la police, la justice et l'éducation nationale, qui devaient non seulement échapper aux coupes budgétaires, mais qui en plus devaient se voir dotés de moyens supplémentaires. » Et il y avait ce slogan qui vraiment est le marqueur de la campagne de Hollande, autant que mon ennemi c'est la finance. Il y avait mon ennemi c'est la finance et je créerai 60 000 postes dans l'éducation nationale. Pour moi, c'est les 2 mensonges fondateurs du quinquennat de Hollande, et ce sont les 2 qui l'ont fait apparaître en 2012 comme un candidat de gauche. Qu'est-ce qu'il en est de ces 60 000 postes? D'abord, il faut rappeler que Sarkozy, en 5 ans, en avait supprimé 80 000, et pas 60 000. Il faut dire aussi que, depuis quelques années, la démographie scolaire, elle est dynamique. Il y a plus d'élèves en primaire et dans le secondaire. Il y a, par exemple, en cette rentrée, celle de 2015, 54 000 élèves qui sont scolarisés en plus par rapport à l'année dernière dans le primaire et le secondaire. Donc plus d'élèves, 80 000 postes supprimés, Hollande parle de 60 000 créations. Sur ces 60 000, on va déjà retirer 6 000 postes, puisqu'il parle en fait de 54 000 postes d'enseignants. C'est ça la promesse qu'il a faite, en 2012, 54 000 postes d'enseignants, les 6 000 autres, c'est un peu dans l'université, puis aussi des choses importantes, des CPE, des infirmières scolaires, mais des profs, il parlait de 54 000. Quelle est la réalité de ces 54 000 après 3 ans d'exercice du pouvoir? Najat Vallaud-Belkacem revendique la création de 35 000 postes d'enseignants. Prenons le chiffre de Najat Vallaud-Belkacem. Ce sont des stagiaires, tous ces enseignants. Et les stagiaires, c'est très bien parce que la formation initiale des enseignants a été rétablie, c'est une bonne chose. Mais les stagiaires, ils sont affectés à mi-temps dans les établissements. Et quand on dit 35 000 enseignants, tout le monde a l'impression qu'il y a 35 000 profs en plus dans les classes devant des élèves. Déjà, il faut diviser par 2. Il y en a déjà 17 500 qui sont, en temps passé devant les élèves. Les syndicats, eux, estiment que des postes de titulaires à temps plein, des gens qui sont sous statut de fonctionnaire d'État, il y en a eu depuis 2012 4150 seulement. 4150, tout le reste, donc, ce sont des postes de stagiaires. Et d'ici à la fin du quinquennat, sans doute que ce gouvernement ne parviendra même pas à l'objectif de la création de ces 50 000 postes de stagiaires, parce qu'il y a un problème de crise de recrutement, et qu'il y a par exemple déjà depuis 2013 5 000 postes non pourvus. Donc on peut encore retirer ces 5 000. À la fin des fins, s'ils parvenaient à leur objectif, en vérité, d'un point de vue pédagogique, ce serait à peu près 30 000 postes créés, en lieu et place des 60 000 annoncés, et en lieu et place des 80 000 qui ont été supprimés. Donc il n'y a pas de périmètre sanctuarisé. Il y a à l'école comme ailleurs une austérité qui frappe. Elle frappe aussi par le désengagement de l'État. Désengagement dans l'enseignement professionnel. Depuis 2012, 36 lycées professionnels ont fermé. Désengagement dans le service public d'orientation. Depuis 2012, un tiers des CIO, les centres d'information et d'orientation, qui sont organisés au niveau départemental, un tiers, c'est 164 CIO, ont fermé ou vont fermer. Des engagements aussi du point de vue des personnels, puisque vous savez, depuis 6 ans maintenant, le point d'indice des fonctionnaires, et donc des enseignants, et donc des personnels de l'éducation nationale est gelé, ce qui leur a fait perdre sur cette période 1 mois de salaire réel. Donc l'austérité, elle frappe de façon nette aussi les personnels de l'éducation nationale. Mais surtout, on voit son ampleur à travers les atteintes qui sont portées à un principe fondamental de l'école républicaine, le principe de gratuité. Et là, je vais parler de la réforme des rythmes scolaires, puisque la réforme des rythmes scolaires,
Elle prévoit la possibilité pour les maires, à l'échelle communale, de rendre payant l'accès au temps périscolaire, de le rendre payant aux familles. Je ne sais pas quelle est la situation ici, il me semble que c'est gratuit. Souvent dans les grandes villes, dans les villes qui sont riches, je pense à Paris par exemple, c'est gratuit, mais la réalité, aujourd'hui, en 2015, alors que les dotations de l'État aux collectivités territoriales et en particulier aux communes baissent de façon drastique, c'est des maires qui sont contraints de rendre payant l'accès au temps périscolaire, surtout s'ils veulent en faire quelque chose d'autre qu'une simple garderie. La FCPE, elle estime dans son rapport de rentrée que 45% des familles qui ont un enfant scolarisé en maternelle doivent payer pour que leur enfant reste dans le temps périscolaire. 45% en maternelle et 42% en primaire. Et ça fait 2 ans, disons, dépend des endroits, 2 ans que la réforme est en place. En 2 ans déjà, presque la moitié des parents sont contraints de payer pour simplement que leur enfant reste à l'école dans le cadre du temps périscolaire. Le magazine, le mensuel Alternative économique, a produit, là, ce mois-ci, une analyse très intéressante du projet de budget 2016. Et il s'est intéressé à ce qu'on appelle les dépenses en valeur nominale de l'État. Qu'est-ce que c'est les dépenses en valeur nominale? Le SAR, c'est des dépenses qui prennent en compte l'inflation et la croissance. Et ce type de calcul permet de mesurer l'effort réel que produit un État, un budget, pour abonder tel ou tel poste de dépenses. Sur la base de ce calcul, à partir des dépenses en valeur nominale de l'État, Alternative économique a mesuré que le budget 2016 pour l'enseignement scolaire était en baisse de 1,4%. Pour l'enseignement supérieur et la recherche, de 2,5%. Ça représente, si le gouvernement avait voulu garantir une dépense constante en part de PIB pour l'enseignement scolaire, ça représente, pour l'année 2016, seulement pour cette année-là, un manque à gagner de 679 millions d'euros. Vous voyez, le prix de l'austérité, c'est 679 millions d'euros cette année dans l'enseignement scolaire. Si j'ajoute l'enseignement supérieur et la recherche, on est à 1,32 milliard d'euros qui sont retirés finalement à l'école primaire, secondaire, à la maternelle, et puis à l'université. Donc l'austérité, elle frappe de façon extrêmement dure l'école comme elle frappe les autres ministères. La principale méthode d'administration de l'austérité à laquelle recourt ce gouvernement dans l'éducation nationale, parce que c'est une méthode qui lui permet de se débarrasser de coûts en les transférant, c'est ce qu'on appelle la territorialisation de l'école. La territorialisation de l'école, ça consiste à démanteler le cadre national de l'éducation nationale et à transférer un nombre de plus en plus important de compétences à des collectivités territoriales. Et évidemment, c'est le cas avec la réforme des rythmes scolaires. Puisque, au fond, l'État aurait pu assumer la création d'un nouveau service public, un service public du périscolaire, on aurait pu en discuter, ça aurait pu être intéressant, ça peut avoir un intérêt éducatif. Non, il a fait le choix, immédiatement, de confier aux communes le soin de financer la mise en œuvre de cette réforme, avec les conséquences que j'ai indiquées en termes d'atteinte à la gratuité. Ces transferts, il faut aussi les identifier auprès des régions, puisque c'est la carte de la formation professionnelle ou la carte de l'orientation qui sont en ce moment régionalisées. La territorialisation, elle a plusieurs conséquences. La première, c'est d'accentuer les inégalités entre les territoires et entre les établissements. Si je prends encore une fois l'exemple des rythmes scolaires, dans 2 écoles différentes, dans les écoles d'une même commune, parfois même d'ailleurs au sein d'une même école, puisque les ateliers qui sont proposés peuvent accueillir un nombre limité d'enfants, les contenus qui sont apportés aux élèves vont varier. Et ils peuvent varier du tout entre une commune où on organise finalement de la garderie, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, parce qu'il n'y a pas de tissu associatif, parce qu'on est loin d'un conservatoire, parce qu'on est loin d'un musée, et les communes des centres urbains des grandes villes qui vont proposer, à Paris par exemple, il y a des violoncelles pour les enfants. Et vous imaginez, ça représente un coût. Et puis il faut des gens professionnels pour les encadrer. Donc à Paris, c'est un apport pédagogique, culturel pour les enfants. Dans d'autres communes, en particulier dans les communes rurales, souvent c'est une simple garderie. De la même façon, la qualité d'encadrement peut varier du tout au tout, que l'on fasse appel à des professionnels, à des gens qui ont passé un certain nombre de qualifications, ou qu'on fasse appel, parfois même, ça renvoie à une conception qui est quand même assez régressif, on fasse appel à des mères au foyer pour venir aider à l'encadrement des jeunes enfants à l'échelle de la... Donc ça accroît la territorialisation des inégalités. Ça place aussi les établissements scolaires sous la tutelle des pouvoirs locaux, tutelle
qui s'exprime à travers la mise en place des ce qu'on appelle les PEDT, les plans éducatifs territoriaux, qui sont adoptés à l'échelle communale. Le gouvernement pousse en ce moment à fond pour la mise en place et la généralisation des PEDT, parce qu'aujourd'hui, il conditionne les aides financières à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à l'adoption de PEDT à l'échelle des communes. Les PEDT, ils permettent quoi? Ils permettent aux maires de s'immiscer dans l'organisation du temps scolaire, du temps périscolaire, du temps extrascolaire, mais donc, j'ai dit aussi, dans l'organisation du temps scolaire. C'est-à-dire que dans le cas du PEDT, on pense tous les temps dans lesquels les enfants peuvent être, et on demande au temps scolaire de s'adapter aussi au temps périscolaire, ce qui a une incidence sur la façon dont on va organiser les enseignements dans le temps passé par les élèves dans les classes et à l'école. Et on voit des pouvoirs locaux donc, qui ont une main, et qui parfois en sont à appeler des directeurs d'école, des directrices d'école pour leur demander, des maires, de leur rendre des comptes. La tutelle des directeurs d'école ou des directrices d'école, c'est pas le maire en principe, c'est l'éducation nationale. Cette immixtion, on peut aussi l'avoir dans le choix parfois des associations qui interviennent dans le cadre du temps périscolaire. Ces associations, elles peuvent être prosélytes. Elles peuvent défendre des intérêts particuliers, ce qui est une atteinte d'ailleurs au principe de laïcité. Mais surtout, cette territorialisation, lorsqu'elle s'achève dans ce qu'on appelle l'adéquationnisme, c'est-à-dire la mise en relation entre les formations proposées par l'éducation nationale et les besoins économiques du territoire, au fond, elle se finit par la mise sous tutelle des patronats locaux, des intérêts économiques locaux. Et je vais donner plusieurs exemples de cette dérive extrêmement alarmante. D'abord, l'exemple de ce qui est en train d'arriver au service public d'orientation. Il est en train d'être régionalisé, je le disais, sont mis en place ce qu'on appelle les services publics régionaux de l'orientation. Au sein de ces nouvelles structures, les patronats régionaux sont représentés et ils vont avoir leur mot à dire sur l'offre de formation telle qu'elle sera organisée dans le territoire et ils vont tenter de la faire coïncider avec ce que sont leurs besoins économiques locaux. Autre exemple, depuis 2013, la multiplication de ce qu'on appelle les campus des métiers et des qualifications. Les campus des métiers et des qualifications réunissent des établissements scolaires, des entreprises et des collectivités locales. Les régions, notamment, et l'Association des régions de France, jouent un rôle central dans ces campus des métiers et des qualifications en donnant le label à tel ou tel recrutement. Je vous donne deux exemples. En Ile-de-France, il y en a un qui est en projet autour d'Euro Disney sur les métiers de l'économie touristique. Et il y a Euro Disney qui siège, il y a Manpower, donc l'intérim qui siège, et qui donc sont en train de travailler à adapter les formations dans des lycées professionnels, dans des établissements relevant de l'éducation nationale, en fonction de leurs besoins propres. J'ai regardé parce que on est à Lille ce soir, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un campus de ce type, il est consacré aux travaux publics, il regroupe Veolia, Colas, il regroupe Eiffage, grandes entreprises du BTP, et je cite, c'est sur le site du ministère de l'Éducation nationale. L'objectif de ce campus est, je cite, de travailler au renouvellement et au rajeunissement de la main-d'œuvre dont les besoins sont évalués à hauteur de 10 000 recrutements par an sur la région d'ici à 2017. Vous voyez, là c'est la soumission totale de l'éducation nationale aux besoins des entreprises, des grandes entreprises, sur la base de réflexion territoriale. Donc c'est l'assignation territoriale à résidence pour les élèves qui désormais fréquenteront ces établissements scolaires. Vous voyez, en lieu et place de l'éducation nationale, le parti socialiste, le parti des grands barreaux locaux, le parti des grands féodaux, est en train de travailler à l'émergence d'un modèle d'une école territoriale. Je termine ce point en citant Alain Rousset. Alain Rousset, c'est le président socialiste de la région Aquitaine, c'est surtout le président de l'Association des régions de France. Enfin, lui, il est parfaitement convaincu depuis longtemps qu'il faut régionaliser l'éducation nationale. Voilà ce qu'il disait en janvier 2014, que demain ou après-demain, dans 20 ans ou dans 30 ans, les profs soient sous l'autorité plutôt de la région. Je n'ai aucun inconvénient pour le prévoir. Vous voyez, là, on a par vraiment un ponte du Parti socialiste affirmé quel est l'objectif, au fond, de ces politiques qui sont des politiques de démantèlement du cadre national. Politique d'austérité, politique de territorialisation. Dernier aspect, une politique qui organise le renversement des fins qui sont données, qui étaient données jusqu'ici à l'école, et le passage d'une visée émancipatrice à l'impératif d'employabilité. Il faut, quand on aborde cette question, ne pas tomber dans l'évocation d'un âge d'or, d'une école idéale, c'est la Troisième République. Évidemment, ce modèle-là aussi, il avait toutes ses imperfections, mais force est de constater que l'école aujourd'hui ne cherche plus à éduquer des consciences émancipées, des individus dotés d'une culture qui leur permettrait, qui leur garantit une forme d'autonomie. Non, l'école
de plus en plus, elle a la charge désormais de former des individus employables, dotés de compétences, des compétences qui vont garantir leur flexibilité sur le marché du travail. Je vais citer Pierre Gattaz. Il l'a déclaré il y a 2 jours, Pierre Gattaz, il l'a dit il y a 2 jours, parce que le MEDEF est le MEDEF a une commission d'éducation. Ils ont une vice-présidente qui travaille depuis longtemps sur ces questions-là. Le MEDEF est très au fait de la question des compétences. Un camarade le disait, dans les années 80, le MEDEF a organisé un colloque autour de cette question. Ça fait longtemps qu'ils y travaillent. Pierre Gattaz, il y a 2 jours, il disait à la télévision, nos jeunes vont avoir 2, 3, 5, 10 métiers dans leur vie. Ça, c'est ça le rêve du patronat, c'est une main-d'œuvre si flexible qu'elle peut s'adapter à toutes les évolutions et des individus qui sont toujours en train de se réformer eux-mêmes, de s'adapter aux exigences nouvelles du marché. Pour ça, il faut liquider les disciplines parce que, de ce point de vue-là, c'est vrai, la culture, ça ne sert à rien, et les disciplines ne servent à rien, elles sont dépassées. Voilà pourquoi elles sont marginalisées dans la réforme du collège, je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà pourquoi la réforme des rythmes scolaires contribue aussi à les mettre de côté. Sachez par exemple que ce qui devrait relever de l'école, de l'éducation nationale, l'apprentissage de nouvelles disciplines comme le codage informatique est aujourd'hui externalisé dans le temps périscolaire. Pourquoi ne pas créer de nouvelles filières, de nouvelles matières, de nouvelles disciplines à propos du codage informatique? Ce serait tout à fait utile. Non, là, c'est externalisé en dehors de l'école. Et évidemment, ce rabougrissement de l'école, cette marginalisation des disciplines triomphe avec le socle commun de compétences mise en place par la droite et maintenant de compétences et de culture, parce que les socialistes ont conservé ce SMIC éducatif, ce rabougrissement de l'école, une école peau de chagrin, une école qui finalement serait celle du lire, écrire, compter et de rien d'autre, une école qui porterait une conception finalement utilitariste des apprentissages réduits à leur seule fin pratique, et qui viserait à garantir l'employabilité des élèves, c'est-à-dire leur capacité toujours renouvelée à s'adapter aux exigences du marché. Cette évolution, elle a tout à voir avec la place qu'occupe aujourd'hui le patronat, le grand patronat français. Je pense au BDF, je pense à une institution comme l'Institut d'entreprise, qui est un think tank patronal, à la place qu'occupe le patronat français dans l'école. Depuis 2000, il existe et se tient chaque semaine, au mois de novembre, ce sera bientôt le cas, ce qu'on appelle la semaine école-entreprise. C'est co-organisé par l'Éducation nationale et le MEDEF. L'objectif, c'est, toujours ça c'est sur le site de l'Éducation nationale, l'objectif c'est de développer le goût d'entreprendre et de prendre conscience des valeurs positives de l'entreprise, lieu de création de richesse et de développement personnel. Évidemment, il n'y a pas de but des classes en entreprise, vous l'avez compris dans cette perspective. Et on va, pendant toute la semaine, proposer donc des visites d'entreprise pour faire découvrir aux élèves le fonctionnement d'une entreprise et l'environnement dans lequel elle évolue. On met en place des jeux de rôle, on organise des mini-entreprises pour faire appréhender de manière ludique et pratique le monde de l'entreprise aux élèves, je cite encore. On organise des rencontres entre enseignants et chefs d'entreprise pour ça fameux, surtout pour les profs de sciences économiques et sociales, pour aider les enseignants à mieux comprendre les enjeux économiques. Et ces opérations, elles ont une dimension extrêmement vaste. Cette année, ce sera 200 000 élèves qui seront touchés par la semaine école-entreprise. 5600 établissements. Et c'est en place depuis 2000. Donc vous voyez la portée de ce type d'opération. Je donne un autre exemple. Ça, pour l'instant, c'est un projet. Le projet d'un journal patronal. D'un journal créé par l'Institut de l'entreprise, qui est le think tank du CAC 40, présidé par l'ancien PDG du CAC 40. Un journal qui est destiné aux élèves et qui devrait leur arriver à travers les professeurs de SES et les professeurs d'éco-gestion. Vous imaginez la façon de légitimer l'objet. C'est l'enseignant qui va donner le support aux élèves, de façon finalement de lui donner une sorte de label. Bien, ce projet de journal patronal, le prototype a été présenté lors, là encore, lors de ce qu'on appelle les entretiens école-entreprise qui se tiennent, encore une fois, chaque année, qui sont co-organisés par l'Éducation nationale et l'Institut d'entreprise. C'est une journée de formation pour les profs de SES et pour les profs d'éco-gestion. Vous voyez qu'elle est co-organisée par le patronat français. Eh bien, le projet de journal patronal, on pouvait y lire des articles comme pourquoi il va bien falloir finir par coucher au SMIC, ou pourquoi les Français sont favorables à l'assouplissement du marché du travail. Voilà le genre de support qu'on veut aujourd'hui diffuser dans les classes à travers les enseignants. Donc on a une soumission de l'école aujourd'hui aux fins économiques. Cette soumission, on la retrouve d'un certain point de vue dans la mise en place de fait d'un marché scolaire. Parce que tout à l'heure j'ai décrit
des collèges qui proposent une offre éducative différente. On a décrit des écoles qui, avec les rythmes scolaires, proposent des contenus, des types d'encadrement différents. Au fond, il y a aujourd'hui des offres éducatives dans le primaire, dans le collège. Et de ce fait même, sans qu'on entre encore aujourd'hui dans une logique marchande, encore aujourd'hui, de ce fait, on a des comportements de marché avec des familles qui vont chercher à, c'est légitime d'un certain point de vue, à obtenir le mieux pour leurs enfants et qui vont s'engager dans des stratégies d'évitement pour tenter de capter finalement une rente scolaire. Donc au fond, c'est ça l'arrière-plan, la mise en place d'un marché scolaire. Et si on est dans un marché, évidemment, les personnels de l'éducation nationale vont désormais être soumis eux aussi aux règles du marché. La soumission aujourd'hui du personnel de l'éducation nationale aux logiques managériales, elle a atteint presque toute la caricature de cette qu'on peut connaître dans le secteur privé. Il y a, tout à l'heure c'était évoqué, il y a l'individualisation maintenant des rémunérations, avec la mise en place, dans le cadre de la réforme du statut des enseignants depuis 1 an, ce qu'on appelle les IMP, les indemnités pour mission particulière. J'explique ça rapidement. Les indemnités pour mission particulière, c'est des primes en fait, qui peuvent, dont le montant varie de 300 € à 3 000 € de façon annuelle, et qui sont attribuées au sein de l'établissement par le conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on va dire aux collègues, aux élèves, aux parents d'élèves qui votent dans les conseils d'administration, est-ce que pour ce prof, pour celui-là, en fonction de son projet, en fonction du fait qu'il est référent culture, ou qu'il est référent de niveau, ou référent de cycle, ou qu'il est référent de discipline, est-ce qu'on lui donne 300 €, est-ce qu'on lui donne 1 000 €, est-ce qu'on lui donne 1 500, est-ce qu'on lui donne 3 000? Évidemment, avec une enveloppe contrainte, il n'y a pas beaucoup d'argent, et c'est la mise en concurrence de tous les enseignants pour essayer d'obtenir une part de cette rémunération. Mais c'est les bonnes vieilles méthodes du secteur privé. Hein, vous vous engagez, vous êtes récompensé. Il y a en effet la dislocation du collectif de travail, puisque on a dans les salles d'épreuve des enseignants qui ont un pouvoir de regard sur une part de la pédagogie de leurs collègues, sur leur progression, et qui vont pouvoir les rappeler à leur décontremaître. Tu le disais de façon extrêmement juste. Tout ça va avec le renforcement du pouvoir du chef d'établissement. Le conseil d'administration, même s'il se prononce, il est consultatif. À la fin, c'est le chef d'établissement qui tranche. Le conseil pédagogique, il est consultatif. À la fin, c'est le chef d'établissement qui tranche et qui décide pour tous. Pour vous dire à quel point la logique managériale est en train de tout envahir, évidemment, on assiste aujourd'hui à une répression extrêmement importante. Une répression syndicale, puisque les organisations syndicales sont piétinées, même quand elles votent contre la réforme des programmes au Conseil supérieur de l'éducation, le gouvernement passe au-dessus. Parce que les enseignants, lorsqu'ils font usage de leur droit de grève, je pense aux enseignants d'un collège de Toulouse, je pense aux enseignants d'un collège des Hauts-de-Seine, à la fin de l'année dernière, là, en ce début d'année, sont convoqués en conseil de discipline. Ces enseignants finissent par faire des grèves de la faim, qui durent 2 semaines ou 3 semaines, pour essayer d'échapper à des sanctions terribles, parce que les 5 enseignants du collège Bellefontaine de Toulouse, parce qu'elles avaient fait grève contre la sortie de leur collège de l'éducation prioritaire, ont été mutées d'office. Vous imaginez la violence de la décision à 100 km ou à 200 km de là où elle vivait. Voilà à quoi on assiste en ce moment, presque à la remise en cause du droit de grève à l'éducation nationale. On assiste aussi au fichage, au flicage des enseignants. Je vous donne cet exemple édifiant dans l'académie de Toulouse encore. Une instructrice de l'académie a créé une typologie des enseignants du point de vue de leur rapport à la réforme du collège. Et elle a distingué 3 types. Je vous donne les 3 types. Type 1, les opposants rebelles hostiles irréductibles. Type 2, les attentistes passifs, indifférents, indécis. Et type 3, les progressistes proactifs, convaincus, avocats. Et en fonction de ces typologies, elle demandait au chef d'établissement de lui faire remonter ces types, elle demandait aussi au chef d'établissement de lui signaler les taux de grévistes lors de la journée de grève contre la réforme du collège. Elle mettait en place une stratégie pour d'abord appeler les progressistes proactifs, convaincus, avocats dans les journées de formation, pour qu'ensuite, eux aillent convaincre leurs collègues. Donc on a même maintenant ce flicage des enseignants qui est organisé à l'éducation nationale. Donc, vous voyez, logique managériale qui finalement achève ce renversement de perspective, cette soumission de l'éducation nationale à des fins économiques. Oui, je vais d'abord juste sur la dernière chose qui a été évoquée. Oui, l'austérité, c'est aussi ça, parce que c'est des machines dans les lycées pro, ça coûte de l'argent, et en effet, ce type de demande qui renvoie à un fonctionnement d'une entreprise privée, au fond, avec des partenariats qui sont des partenariats publics-privés, on pourrait dire, puis on va chercher des financements à l'extérieur.
se multiplient. C'est pas étonnant que l'enseignement professionnel soit délaissé aujourd'hui, puisque le gouvernement, dans sa communauté de vues avec le MEDEF encore, a décidé de faire de l'apprentissage sa priorité. Et il reprend l'objectif du MEDEF qui est 500 000 apprentis. C'est vraiment un décalque du discours du MEDEF qui est aujourd'hui repris, et ça se fait au détriment de la formation initiale dans l'enseignement professionnel. C'est la mise en concurrence des deux. Ça va aussi avec la régionalisation, puisque les régions maintenant prennent en charge la question de l'apprentissage. Sur les enseignants, les 60 000 postes, c'est des chiffres. Je vais reprendre ça. C'est vrai que c'est compliqué. C'était compliqué déjà de s'y retrouver quand on cherche à comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a une confusion qui est volontaire du côté du gouvernement entre ce qu'on appelle des emplois et des postes. Le gouvernement, au fond, il parle de 60 000 emplois. Et oui, sur le plan budgétaire, il y a 60 000 créations d'emplois. Mais il n'y a pas 60 000 créations de postes de profs à temps plein devant les élèves. Déjà, c'est la première distinction. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce sont des mi-temps et pas de temps plein, donc disons, pour aller vite, disons 30 000. Qu'est-ce qui se passe quand ces stagiaires deviennent titulaires? Parce que c'est vrai, l'écrasante majorité d'entre eux deviennent titulaires. 90% d'entre eux. Eh bien, ils remplacent des départ à la retraite. Voilà, c'est qu'on fait croire qu'il y a 60 000 nouveaux profs en plus de tous les autres qui sont dans l'établissement scolaire. Mais non. Oui, on a rétabli, et c'est très bien, la formation initiale. Oui, il y a à nouveau des stagiaires, et c'est une bonne nouvelle. Il faudrait discuter des conditions de cette formation. Et quand ces stagiaires deviennent titulaires, ils remplacent des départs à la retraite. Donc il n'y a pas finalement, à la marge, il y a quelques créations, je vous dis, il n'y a pas 4000 créations. Mais on voit qu'on est très loin de ce qui est affiché par le gouvernement. Alors, je vous propose, un dernier temps, il sera plus bref, sur les propositions du parti de gauche. Que pouvons-nous proposer, nous qui mettons l'école au cœur de notre projet politique, notre projet d'émancipation, en vous disant que le parti de gauche est en train de réactualiser son programme, que moi je vais donner là des pistes, mais au fond je n'ai pas autorité à dire ce qu'est le programme du parti de gauche. Ça doit être débattu entre les militants du parti de gauche, avec tous ceux d'ailleurs qui veulent se rendre à cette discussion, et pas forcément des adhérents du parti de gauche. Et vous le savez, ou je le dis, à la fin du premier trimestre 2016, le parti de gauche a prévu une convention de programme qui devra finalement faire la synthèse de toutes ces discussions et de ce qu'il va présenter dans la perspective de l'élection présidentielle. Pour le dire de façon simple, le projet du parti de gauche pour l'école est celui d'une école du peuple, d'une école de l'égalité et de l'émancipation. Et je vais essayer de donner des mesures qui permettraient de faire advenir cette école de l'égalité et cette école de l'émancipation. Si nous voulons construire l'école de l'égalité, eh bien d'abord, il faut la reconstruire comme une école nationale. On le disait ensemble, il faut renforcer tous les cadres nationaux, les programmes, les horaires, les examens, les concours, les diplômes, les statuts. Il faut revenir sur toutes les contre-réformes qui ont détricoté peu à peu cette maille républicaine. Et il faudra bien sûr abroger les contre-réformes anti-républicaines, la réforme des rythmes scolaires, la réforme du collège. Il faudra abroger la régionalisation de l'enseignement, de la carte de l'enseignement professionnel. Et il faudra, dans le même temps, toujours dans ce souci d'égal accès, d'égal traitement, développer la gratuité de l'école. La gratuité pour les matériels, par exemple. La gratuité aussi, réfléchissons-y, de la cantine. L'école, ça doit être pour tous les enfants qui souffrent de la grande pauvreté. Il y a eu des rapports qui ont été rendus récemment qui montrent que des millions d'enfants sont frappés par la pauvreté dans notre pays qui connaît l'envolée du chômage. Eh bien, l'école doit être un endroit où on puisse se nourrir, on puisse être bien installé pour bien apprendre. Donc, il faut aussi avoir cette réflexion large sur les conditions dans lesquelles on accueille les élèves. Une école de l'égalité, ce serait une école qui assure la mixité sociale et qui lutte contre la ségrégation scolaire. Et pour cela, il faudrait très rapidement mettre en place un groupe de travail qui garantirait une carte scolaire, qui travaillerait à une carte scolaire garantissant la mixité sociale. Et pour ce faire, ce groupe de travail devrait intégrer à sa réflexion. Je disais au début, la question de l'école ne se distingue pas de la politique sur un plan plus général. Il faudrait réfléchir à la question de l'habitat, la question de la ville, à la question des transports, à la question aussi dans l'école, dans la façon dont on attribue les options, notamment les options rares ou les classes bilangues. Pourquoi pas généraliser l'attribution des options rares dans les collèges, les lycées de la périphérie, ceux qui sont moins valorisés. Voilà une autre façon peut-être de lutter contre la ségrégation scolaire.
Il faudrait aussi revenir sur les conditions dans lesquelles s'est faite la réforme de l'éducation prioritaire, puisqu'elle s'est faite à moyen constant, alors que la situation s'est dégradée depuis 15 ans dans notre pays avec l'envolée de la pauvreté et du chômage. Et il faudrait avoir une approche par des besoins pédagogiques et non pas de la question des moyens financiers. L'école de l'égalité, c'est une école nationale, une école qui lutte contre la ségrégation scolaire, c'est aussi une école laïque, parce que la laïcité, c'est la garantie d'un égal traitement de tous les élèves qui sont scolarisés. Pour ça, il faut mettre en œuvre le principe du fonds public à l'école publique, qui est aujourd'hui battu en brèche par ce gouvernement, qui adopte des chartes de la laïcité, qui met en place des journées de laïcité, tout ça est du bavardage, mais concrètement, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il vient d'annoncer par exemple que les écoles privées qui entreraient dans le cadre d'un PEDT, j'en parlais tout à l'heure, recevront directement une aide financière de l'État pour la mise en place des rythmes périscolaires. Donc l'argent public, là, il va directement aux écoles privées. Il faut revenir à ce principe fondamental, attribution des fonds publics à l'école publique. Il faudra abroger la loi Carle, qui coûte 500 millions d'euros par an, et qui, encore une fois, permet de financer les établissements privés. Il faudra abroger le concordat en Alsace-Moselle et construire des établissements publics dans les déserts de... Il y a des régions, des espaces dans l'ouest de la France où il n'y a pas de collège public, c'est difficile, il n'y a pas de lycée public, et où des gens se battent pour les faire construire. Il faudra aider à la construction de ces établissements. La laïcité, nous, on la conçoit dans toute son acception. La laïcité, c'est la mise à la porte de l'école de tous les prosélytismes religieux, politiques, et prosélytisme marchand. Et donc, il faudra abroger du jour au lendemain tous les partenariats entre l'éducation nationale et le MEDEF. Bon, pareil, ils sont partout. Il faut les mettre à la porte de l'école, les patrons, les grands patrons, comme à l'époque, on a mis les clercs à la porte de l'école. Voilà pour l'école de l'égalité, voilà pour quelques mesures, mais qu'on peut développer dans la discussion. L'école de l'émancipation aussi. L'école de l'émancipation, pour nous, c'est l'école du savoir, parce que la culture est une source d'émancipation. Et pour apporter ces savoirs, nous proposons d'allonger l'obligation scolaire de 3 à 18 ans. Nous proposons de rétablir le bac pro en 4 ans, parce qu'il est revenu, il a été par la droite réduit à 3 ans, et le Parti socialiste n'est pas revenu sur cette décision. Nous demandons, nous mettrons en place la restauration des horaires disciplinaires et abrogerons par exemple la réforme du lycée et nous garantissons l'égalité de traitement de tous les élèves du point de vue des enseignements disciplinaires. Je prends un exemple, vous avez entendu parler de l'enseignement moral et civique, c'est quelque chose que le gouvernement met aujourd'hui en avant. Et bien par exemple, il ne prévoit aucune dotation horaire, le gouvernement, pour les séries technologiques. Et pourquoi les élèves de séries technologiques n'auraient pas le droit à l'enseignement moral et civique? Seraient-ils déjà des citoyens de seconde zone? Qu'est-ce que c'est que cette façon de concevoir un enseignement qui se discipline? Donc nous garantissons l'égal accès de tous les élèves à cette discipline. Nous créerions de nouvelles disciplines, comme par exemple le codage informatique, j'en parlais tout à l'heure, et nous organiserions son apprentissage dans le cadre de l'école et par des enseignants titulaire de la fonction publique d'État. L'école de l'émancipation, c'est une école de la liberté. Il faut garantir la liberté pédagogique des enseignants. Elle est aujourd'hui menacée par la multiplication des hiérarchies intermédiaires. Elle est menacée aussi par la labellisation des contenus. Vous avez peut-être entendu parler du plan pour l'école numérique, qui consiste à développer l'usage des tablettes, l'usage de logiciels éducatifs, mais ces logiciels ils pourraient être labellisés par l'État, ce qui est une entrave au principe de liberté pédagogique, parce que les enseignants ils choisissent de façon libre leur support dans leur classe. Cette école de la liberté, elle donnerait plus de place à la formation continue des enseignants en s'appuyant sur les mouvements pédagogiques qui ont beaucoup à apporter. Et ce serait aussi une école qui garantirait le libre accès des élèves à tout un tas de droits et de services. Il faudrait pour cela recruter davantage d'infirmiers, de médecins scolaires, d'assistantes sociales. Cette école de l'émancipation, ce serait une école qui préparerait nos élèves à devenir des citoyens. Il faudrait, avec les organisations lycéennes par exemple, engager une consultation à propos du développement des cadres de délibération collective dans les lycées. Il faudrait aussi mettre en place un statut du parent d'élève pour permettre aux parents de participer à la vie des établissements, ce qui est parfois difficilement compatible avec une activité salariée. Enfin, l'émancipation, elle a évidemment une part économique. Il faudrait donc titulariser l'ensemble des précaires de la fonction publique d'éducation nationale. Il faudrait augmenter le salaire des enseignants de façon immédiate pour rattraper le retard accumulé depuis 2010. Pour tout ça, il faut des moyens.
Il faut donc recruter des enseignants, et nous proposons au parti de gauche de le faire dans le cadre d'un plan de pré-recrutement qui permettrait plutôt dans le parcours de ceux qui aspirent à la carrière enseignante de pouvoir recevoir un salaire, poursuivre leurs études, pour ensuite s'engager pour le bien commun et la collectivité. Voilà les bases de notre programme éducatif.